Eh bien bonjour, je suis aujourd'hui en compagnie de Yves et Michel Nalbandian, qui est directeur de la RACT PACA. PACA. Et nous allons parler de la semaine de la qualité de vie au travail. Alors peut-être Yves, bonjour tout d'abord. Bonjour. Est-ce qu'on peut faire un historique de cette semaine de qualité de vie au travail? Ça fait une quinzaine d'années que c'est en place, cette semaine de la qualité de vie au travail. Et chaque année, on a un thème un peu fédérateur. Là, cette année, c'est enquête de sens, puisqu'on sait qu'après 2 ans et demi de crise sanitaire, les tensions qu'on connaît au niveau international, les problèmes d'approvisionnement, la guerre en Ukraine, les changements d'organisation, la question du sens est une question centrale aujourd'hui dans les organisations. Est-ce qu'on peut réfléchir au bilan qu'on peut tirer des diverses semaines de qualité de vie au travail qui, depuis 15 ans, toutes les années, sont des rendez-vous qui deviennent incontournables? C'est une manière de focaliser un ensemble de partenaires autour d'un sujet. C'est une manière de créer de l'événement, d'avoir une focalisation sur un cas précis. Donc aujourd'hui, c'est comment on va se réorganiser avec le nouveau contexte né de la guerre en Ukraine et de la crise sanitaire. Oui, aujourd'hui, c'est la question du sens. Finalement, dans les organisations, ce qui pose problème aujourd'hui, aujourd'hui, c'est peut-être un point focal, mais ça fait de longues années que la question du sens, finalement, comment l'organisation évolue, dans quelle direction, sur quels objectifs, etc. Et l'autre aspect, c'est une fois qu'on a défini l'évolution, finalement, ça se traduit concrètement comment dans le travail, dans la manière de s'organiser localement, dans un service, dans un département, etc. Et finalement, on se rend compte que les salariés, les agents ont des difficultés quand même majeures pour se situer dans une organisation en transformation permanente. Alors, il y a aussi un cas qui est de plus en plus fréquent, c'est ces jeunes qui sont plus en quête de sens qu'en quête d'un CDI et qui cherchent dans un emploi aujourd'hui, non pas une sécurité avec un salaire en fin de mois, mais quelque chose qui soit en phase avec leurs valeurs. Oui, alors je l'entends, les générations Y, Z, mais de mon point de vue, c'est un peu le sommet de l'iceberg, c'est-à-dire que on les met en avant, on sait que ce sont des générations qui sont effectivement très attentives à la question de la responsabilité sociale, par exemple, de la mission d'une organisation, de sa capacité à irriguer son territoire de manière positive, etc. Mais quand je dis le sommet de l'iceberg, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas seuls. Cette génération n'est pas seule. Toute la partie immergée des salariés, il y a une sensibilité aujourd'hui sur ces questions-là qui est très importante. On en parle moins, mais c'est tout aussi important que ces nouvelles générations. Oui, c'est pas que les nouvelles générations, puisque moi j'ai l'exemple d'une cadre là, dans une grande ville de France qui avait des responsabilités dans une organisation syndicale nationale reconnue, qui a planté sa démission à 2 ans de la retraite et qui fait des crêpes au fin fond du Finistère. Donc il y a quand même aussi, même chez les gens en général, et je crois que ça a été déclenché par la pandémie, une quête de qu'est-ce que je vais faire le matin, quoi. Oui. Pourquoi je me lève, pourquoi je vais travailler, est-ce que je me reconnais dans ce que je fais? Oui. Alors j'entends ces questions de mobilité professionnelle, de gens qui changent brutalement d'activité, etc. À l'ANAC, ce qui nous intéresse quand même beaucoup, c'est le sens dans l'organisation. C'est-à-dire que c'est très difficile, si on vient le matin et qu'on ne sait pas quelle est sa place et son niveau de contribution dans l'effort général, c'est très difficile de ne pas finalement être exposé à quelques tensions personnelles du style risques psychosociaux, quoi. Voilà. Alors, comment vous voyez, vous, ces organisations en mutation constante dans les entreprises et qui font que les salariés ne savent plus bien où ils sont? Comment vous analysez ça et qu'est-ce que vous proposez dans les entreprises? Je pense que la question centrale, c'est pas de remettre en cause les réorganisations. Les réorganisations sont nécessaires. C'est une manière de s'adapter à des contraintes, des évolutions de marché, de process, de nouvelles activités, etc. La question n'est pas là. La question, c'est comment peut-on prendre mieux en compte ces évolutions et quel travail on peut faire avec les salariés, avec les représentants de salariés, quels enjeux de négociation sur ces réorganisations. Et c'est ça qui va contribuer à donner du sens, à expliquer, à faire de la pédagogie et à accompagner ces transformations, à éviter d'une part des dysfonctionnements organisationnels, parce que quand ces réorganisations sont faites un peu de manière improvisée, ça génère des dysfonctionnements et ça génère aussi de mauvaises conditions de travail.
Alors, et comment vous pouvez peser sur l'organisation d'une entreprise avec le chef d'entreprise ou le DRH pour lui dire, d'abord, est-ce que vous débarquez comme ça dans une entreprise ou est-ce qu'il faut qu'on vous appelle? Et leur dire, attention, là, c'est pas bon, vous avez 12 managers qui managent rien du tout, il va y avoir une déconnexion entre les managers et les managers. Comment vous pouvez intervenir, vous? La plupart du temps, la direction nous appelle pour des difficultés. Parfois, ce sont des représentants de personnel qui prennent contact avec nous sur des difficultés qui semblent émerger. On intervient toujours de manière paritaire, c'est-à-dire que systématiquement, le projet d'appui, d'accompagnement est présenté dans l'instance représentative, le CSE ou le CHSCT pour une structure publique. Et l'enjeu pour nous, c'est effectivement de convaincre une direction que ces réorganisations, quand elles sont mal accompagnées, vont avoir des effets totalement négatifs. Alors, les directions sont assez conscientes, souvent, quand elles nous appellent de ces difficultés, mais elles ne savent pas comment faire, en fait. Et quand vous dites, on a des cadres qui sont dans l'interrogation de comment faire, etc., etc., c'est tout à fait pertinent. L'enjeu central aujourd'hui, c'est la place du management, quoi. Et dans beaucoup de réorganisations, on se rend compte que ces managers sont en difficulté dans leur posture managériale. C'est-à-dire que dans beaucoup d'organisations, on est encore, alors je vais prendre des termes un peu familiers, dans un management 1.0, c'est-à-dire un management qui est assis sur une position hiérarchique, sur un titre, sur un diplôme, sur un concours, qui incarne une posture d'autorité. On prend l'image souvent de le manager, la manager est au-dessus de l'équipe. Et tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire bouger cette posture pour être dans une approche beaucoup plus collaborative, coopérative. Et c'était tout à fait important parce qu'à quête de sens, cette approche en termes d'accompagnement du changement, ça suppose des managers qui soient en prise avec leur équipe, au contact, en proximité. Alors, c'est un vrai sujet dans un contexte où quand même les organisations deviennent majoritairement hybrides, c'est-à-dire mêlent du distanciel, du présentiel. Le télétravail, on le sait, hein, ça a été en Et puis, à contrario, des managers qui sont en poste, mais qui ne font que du reporting. C'est-à-dire qu'ils doivent faire descendre des directives de la direction, mais ils ne font jamais remonter, ils ne font que enregistrer dans un tableur en faisant bien attention de mettre les bons chiffres dans la bonne case pour faire plaisir à la hiérarchie. Même si arrivé en fin d'année, on dit on n'y est pas arrivé. Donc ça aussi, c'est un problème pour le manager, mais pour les équipes. Parce que s'il y a cette déconnexion-là, comment le matin on dit voilà ma mission? Oui, et bien c'est justement l'enjeu d'une évolution de posture. Parce que on a eu l'occasion de travailler sur la répartition du temps de travail des cas dans une organisation standard. Grosso modo, c'est entre 10 et 15% de contact concret avec l'équipe. Et le reste, c'est du reporting, de la réunion, de la coordination, des groupes de réflexion, etc., etc. Mais le contact terrain est très faible par rapport à l'amplitude horaire, ce qui pose quand même un sujet, c'est que souvent, l'encadrement ne connaît pas très bien le travail, la manière de le faire, de le réaliser, et les salariés sont amenés à gérer les dysfonctionnements un peu comme ils peuvent. Alors, c'est un peu à grosse maille, mon propos, évidemment, c'est un peu global, mais une partie des difficultés est liée à un déficit de régulation et à un déficit de proximité. Et vous observez, parce que j'imagine que vous devez sortir des chiffres de vos interventions, est-ce que quand vous intervenez, vous sentez que vos préconisations sont plutôt bien accueillies et mises en place, ou que finalement c'était pour info et puis on verra bien ce qui se passera plus tard? Non, l'enjeu, enfin, quand l'ANACT intervient, il y a un engagement de mettre en place des actions correctives. Donc, a priori, tant qu'on est en intervention, on est très attentif à ce qu'il y ait des plans d'action concrets qui soient définis et mis en œuvre. On travaille souvent avec des enquêtes de satisfaction au travail pour pouvoir avoir une vision claire, quantitative, avec des marqueurs sur les points clés sur lesquels les salariés expriment à la fois des aspects positifs, parce que dans une organisation, tout n'est pas négatif,
Et puis, effectivement, des points sur lesquels il y a des améliorations à apporter. Donc, on travaille souvent avec un premier niveau d'état des lieux, un questionnaire, hein, c'est un standard pour l'ANACT, gestion des perspectives sociales, qui permet de faire ce point global sur les éléments saillants d'amélioration et aussi de satisfaction. J'insiste sur ce point parce que il y a quand même des éléments de satisfaction dans une organisation. Bien sûr. Quelles vont être les grandes actions de la RACT PACA, puisqu'on est en PACA, pendant cette semaine de la qualité de vie au travail? Alors, entre autres, on lance un réseau d'entreprises sur la qualité de vie au travail. Il y a eu un gros investissement de la région, alors du réseau d'une manière générale, mais de la région PACA, du territoire sur qualité de vie au travail depuis l'accord interprofessionnel de 2013. Là, vraiment, il y a eu une volonté du conseil d'administration et des partenaires de la DRETS, de l'Agence régionale de santé aussi pour la partie sanitaire médico-sociale, pour appuyer le développement de projets qualité de vie au travail. Et en fait, les entreprises qui se sont engagées dans cette démarche, finalement, quand on les a recontactées, se sentent un peu isolées et souhaitent être mises en réseau. Donc, en fait, on répond à une demande d'entreprise de se mettre en réseau. Et donc, on lance qualité de vie au travail, donc le réseau QVT Network à l'occasion de la SQVT 2022. C'est quand même fou qu'avec tous les outils qu'on a aujourd'hui, les entreprises se sentent isolées alors qu'on n'a jamais été aussi communicants. Oui, mais quand on met en place un projet qualité de vie au travail, c'est très orienté interne, évidemment. Hein. Il y a une focalisation sur le fonctionnement interne. Et en fait, on se rend compte que les entreprises, oui, elles sont en réseau d'un point de vue commercial, elles sont en réseau d'un point de vue du fonctionnement, mais sur des sujets comme celui-ci, c'est-à-dire échanger des bonnes pratiques, se confronter à d'autres secteurs d'activité, se benchmarker, voilà. Finalement, on n'a pas beaucoup de réseaux qui puissent répondre à ce type de préoccupations. Eh bien ça, ce sera une belle avancée de la semaine de la qualité de vie au travail 2022. Si ce réseau, tout du moins en PACA, et j'espère que ça va faire tache d'huile, va se développer et permettre aux entreprises d'échanger les bonnes pratiques. Oui. Merci beaucoup. Merci.